Alors, je vous présente les trois panélistes qui vont parler avec nous aujourd'hui. Alors, il y a tout d'abord Fabien Chiza-Ayo, qui s'appelle d'un autre nom aujourd'hui parce qu'il est dans la caméra de quelqu'un d'autre. Ah non, tu es redevenu Fabien. OK. OK. Alors, Fabien est chargé de cours en communication à l'Université de Montréal et il enseigne présentement le français à Inukjuak au Nunavut aussi. Alors, il nous parle de là-bas. Vive la magie de la technologie qui arrive à nous rapprocher. Bonsoir. Ensuite, il y a Nancy Labonté. Nancy, qui est la nouvelle coordonnatrice du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Et il y a finalement Normand Baudet, qui est coordonnateur au Centre de ressources sur la non-violence. Alors, le thème de la soirée. Oui, merci Brian. Alors, vous voyez, il y a le calendrier des journées de la paix. Vous pourrez voir toutes les activités qui s'y trouvent. Alors, le thème de la soirée, vie politique, discours polarisant et repli identitaire. Quel lien on peut faire entre ces trois expressions? Alors, quand on parle de vie politique, on ne fait pas référence à la campagne électorale qui se déroule. D'ailleurs, quand on s'est parlé, là, les gens qui organisent l'événement, on s'est dit, on va faire attention, prendre quand même certaines précautions oratoires pour ne pas avoir de problème avec le directeur général des élections, voir ça comme un événement partisan et tout. Donc, on s'est entendu pour pas trop nommer explicitement, disons, les partis politiques. Les enjeux, de toute façon, dont il est question ce soir sont bien antérieurs au déroulement de la campagne électorale. Alors, on va parler d'idées, d'enjeux, mais sans nécessairement toujours faire référence à des partis politiques. Alors, justement, dans vie politique, ce fameux mot politique, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, ça vient du grec polis, qui signifie cité, la cité-État. Alors, ça renvoie à la fois à l'idée de gouvernement, d'État, de politique publique, mais plus largement, c'est ce qui unit les gens au sein d'une communauté qui se sentent concernés par des choses qu'ils ont en commun. C'est donc indissociable de la question du vivre ensemble. Puis la question du vivre ensemble, ça renvoie à une autre question fondamentale qui est celle de l'identité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui dessine les contours de ce nous? Alors, à ces questions sur le vivre ensemble et sur l'identité, certains proposent parfois des réponses présupposant ou ayant comme conséquence une certaine forme d'exclusion. Ce qui va susciter en écho, en réaction, d'autres positions radicalement opposées, ce qui crée ensuite un climat où les discours polarisants tiennent le lieu de débat public et tout ça est amplifié par, évidemment, les réseaux sociaux. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment, en tant que citoyen, citoyenne, on peut trouver de l'information critique sur ces enjeux? Comment on peut réfléchir ensemble? Est-ce qu'un dialogue est possible entre positions radicalement opposées? Alors, c'est un peu de ça qui va être question ce soir. Et comme les organismes qui supportent la soirée ce soir, qui l'ont mise en place, on est préoccupé par la non-violence, le dialogue, c'est un peu dans ces perspectives-là qu'on veut réfléchir avec vous à la question. Alors, je vous précise le déroulement de la soirée. S'il y en a qui étaient avec nous lors des 2 premiers événements des saisons de la non-violence, c'est la même chose. Alors, chaque intervenant aura 10 minutes pour présenter son point de vue. Et ça va être suivi ensuite d'un 5 minutes supplémentaires où chacune pourra rebondir sur ce que les autres ont dit ou encore rajouter des compléments d'information. Et ensuite, ça sera la discussion avec tout le monde. Le tout à peu près une demi-heure. Le tout devant finir idéalement autour de 20h45. Même si on a écrit 21h sur l'annonce, 20h45, on vise ça avec la possibilité de prolonger. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la première panéliste qui est Nancy Labonté.
C'est ça qu'on avait dit, Nancy. Alors, Nancy, qui a enseigné le cours éthique et culture religieuse, qui devient maintenant le cours culture et citoyenneté québécoise, qui est un projet pilote dans certaines écoles. Alors, comment la question de l'identité peut se poser? Quelles sont les dérives possibles en lien avec le questionnement qui nous unit ce soir? Alors, Nancy, la parole est à toi. Merci Anne-Marie. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Bon. Alors, l'année passée, dans la vague de pénurie d'enseignants et d'enseignantes, j'ai donné le cours d'éthique et culture religieuse au secondaire sur la base de mes études de maîtrise en religion. Et puis, ce cours-là a été lancé en 2008. En fait, c'est un programme qui est par contre actuellement remplacé de manière graduelle par un nouveau cours qui se nomme Culture et citoyenneté québécoise. Alors, je souhaite apporter à votre attention deux choses avec ce nouveau programme axé sur la dimension québécoise de la culture et de la citoyenneté. D'une part, il a été développé selon l'idéologie d'un gouvernement spécifique. D'autre part, il sera probablement enseigné par n'importe qui, parce que c'est ce qui est arrivé avec le cours d'éthique. Les personnes n'étaient pas nécessairement formées pour donner ce cours-là. Alors, et moi, on m'a embauchée sans brevet d'enseignement. Heureusement pour les jeunes, j'avais quand même un background en animation puis en enseignement à l'université. Mais on a eu des grandes conversations de groupe sur des enjeux éthiques dans une perspective pratique. Puis c'était très intéressant. Sauf que en observant le nouveau cours, le programme du nouveau cours, puis le travail des enseignants que j'ai rencontrés sur le terrain, moi, je me pose la question si on ne pourrait pas prévoir des cas de propagande nationaliste, voire discriminatoire. Je me demande comment éviter le risque de développer une pratique de repli identitaire avec un cours qui est axé sur la dimension québécoise de la citoyenneté. Alors, avant de présenter le nouveau programme, je vais brosser un petit historique de l'évolution des mentalités qui a mené à sa création. Premièrement, avant la Révolution tranquille au Québec, les écoles francophones avaient pour responsabilité de former les enfants à la catéchèse catholique. Et puis, dans les années 60, avec la commission parents, une prise de conscience s'est opérée, puis l'école ne devait plus être gérée par l'Église, mais par l'État. Donc, on a créé un ministère de l'Éducation en 64. Et puis, c'était Paul Gérin-Lajoie, le neveu de Marie Gérin-Lajoie, qui était le ministre. 20 ans plus tard, on a vu dans les écoles une transformation où on pouvait choisir l'option soit catéchèse ou soit l'option morale, qui était déjà l'apprentissage des valeurs et de l'éthique. Donc, jusqu'en 2000, il y a eu un mouvement d'émancipation qui a déconfessionnalisé les commissions scolaires qui étaient confessionnelles. C'était les commissions scolaires catholiques pour les francophones et protestantes pour les anglophones. Et puis, c'est devenu des commissions scolaires linguistiques francophones ou anglophones. Et puis, cette déconfessionnalisation s'accompagne d'une vaste réflexion sur l'avenir de l'enseignement de la catéchèse confessionnelle, qui était toujours enseignée à l'école en 2000. Et puis, ont participé à cette réflexion de nombreux intervenants et intervenantes qui étaient pour et contre l'enseignement de la religion à l'école. En 2008, on lancera le cours d'éthique et culture religieuse, que je vais nommer ECR pour le reste de la communication, ou le cours d'éthique, dans la foulée de la parution du rapport de la commission Bouchard-Taylor, qui recommandait le pluralisme. 12 ans plus tard, en 2020,
une étude est entamée pour évacuer la composante religieuse du cours d'éthique. Et naît très rapidement l'année suivante, en 2021, le programme de culture et citoyenneté québécoise. On va le nommer CCQ. Donc, cet automne, en 2022, il est à l'état de projet pilote et on l'a implanté dans 50 écoles secondaires. Puis, il sera remanié et implanté l'automne prochain dans toutes les écoles. C'est un cours, il faut noter que c'est un cours obligatoire pour tous les étudiants, en français et en anglais. Donc, en théorie, le programme du CCQ pourrait être encensé parce qu'il présente des facettes pratiques de la réflexion éthique, de l'étude sociologique des cultures, l'apprentissage de l'exercice de la citoyenneté, de la connaissance de soi. Il reprend les enseignements éthiques de l'ancien cours ECR, mais les approfondit, puis il accorde aussi une attention particulière à l'éducation sexuelle et numérique. Mais il ne faut pas oublier la finalité principale du programme, qui est de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise en y inscrivant deux finalités transversales: viser la reconnaissance de soi et de l'autre et poursuivre le bien commun. On doit se demander quand même ce que signifie citoyenneté québécoise dans ce programme qui se veut prometteur. Alors, dans le programme, ça se déroule dans un espace négocié. L'exercice, je cite le programme, l'exercice de la citoyenneté québécoise se déroule dans un espace négocié où les règles et les normes communes sont discutées à travers le dialogue. Il met en relation la diversité des points de vue et des expériences dans l'appartenance à une même société, ainsi qu'avec la prise en compte des droits et des responsabilités individuelles et collectives. Quel enseignant va aller lire le programme et s'attarder à cette définition philosophique qui n'est pas hyper claire? Une définition en langue de bois qui veut dire que la citoyenneté québécoise consiste dans l'appartenance à une même société, dans la diversité des points de vue et expériences, mais en respectant les règles et normes communes. Donc, c'est une définition normative, ce qui est normal pour qui veut formater des jeunes à une culture dominante. Ça se rapproche de l'intention qu'on retrouvait derrière les pensionnats qui voulaient blanchir l'Indien, comme on disait à l'époque. Ici, ça serait québéciser ce qui ne l'est pas suffisamment. Ce qui est à craindre, c'est qu'en pratique, le titre du cours servira de premier paramètre pour des enseignants non qualifiés. Ils ne prendront pas le temps de lire le programme, à l'instar de ce qui s'est passé avec le cours de CR. En effet, le cours de CR a été assigné à n'importe qui, des spécialistes d'autres matières comme les arts plastiques ou dramatiques. Pour les directions d'école, la matière de ce cours n'avait que peu d'importance. J'ai vu des personnes profiter de cet espace pour faire du prosélytisme catholique. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre et transmettre le phénomène religieux dans sa pluralité. Idem pour la réflexion éthique. Donc, l'échec du cours de CR n'est pas causé par son programme polarisant, mais à cause du manque de sérieux avec lequel il a été mis en œuvre dans les écoles. Il ne suffit pas de retirer l'élément polarisant, la culture religieuse, pour en faire un cours sans défaut. Si le cours de CCQ n'est pas pris au sérieux dans la même dynamique, ce sera aussi un échec, l'expression d'une culture québécoise qui exclut les autres cultures. Il faut de plus considérer que sans examen du ministère, les enseignants ont carte blanche, liberté académique d'autant plus précieuse qu'elle peut être toxique. Ajoutons que ce cours est obligatoire. Le programme de CCQ reflète évidemment l'idéologie politique du gouvernement en place, soit une tendance au repli identitaire nationaliste. La culture et la citoyenneté étant abordées au prisme du paradigme populiste d'un Québec pur laine. N'aurait-il pas été plus sérieux de ne retirer que les composantes identitaires, comme la religion ou la culture québécoise,
pour laisser place au dialogue en créant simplement un cours d'éthique comme l'expression pratique de la philosophie. Cela aurait permis un déploiement identique au niveau des thématiques, lesquelles sont très intéressantes en théorie, mais sur le terrain, comment éviter l'écueil des pratiques identitaires? Comment prévenir que ce cours ne devienne l'espace de l'expression sclérosée d'une culture unique, une culture à laquelle je ne m'identifie pas? Mais la question cruciale est, formera-t-on les enseignants du cours CCQ à transmettre une culture de la paix et de l'égalité? Merci. Merci, Nancy. Alors, sur cette belle question, formera-t-on les enseignants à la culture, à transmettre une culture de la paix, de la non-violence et de l'égalité? Ça nous amène au deuxième panéliste, Normand Baudet, qui va parler, lui, justement, du danger ou en fait, qu'est-ce qui fait des fois que des personnes vont se retrouver dans ce qu'on caractérisait de repli identitaire? Est-ce que c'est la disparition de certaines assises traditionnelles qui peuvent entraîner un sentiment de marginalisation? Comment accueillir ensuite ces discours pour ne pas aller dans une dynamique polarisante, mais justement pour développer cette culture de paix, d'égalité, de non-violence dont parlait Nancy? Alors, Normand, la parole est à toi. Votre micro? Oui, Normand, ton micro. Normand, ton micro est fermé. Désolé. Donc, on est dans une situation très particulière en ce moment. On est dans un environnement de campagne électorale, comme tout le monde le sait. Et moi, j'ai une opportunité, en fait. J'ai une maison en campagne sur la rive sud de Québec. Et quand je fais mon épicerie, quand je rencontre les travailleurs pour des travaux de rénovation, quand je rencontre les gens pour toutes sortes de raisons, je prends toujours l'occasion d'échanger avec les gens, de voir un peu. La Rive-Sud de Québec, l'espace, en tout cas médiatique, radiophonique, est très, très, très occupé par ce qu'on appelle, disons, les radios réactives, comme on pourrait dire. Certaines personnes vont appeler les radios un peu poubelles, c'est-à-dire que, bon, on essaye, en fait, dans ce monde-là, de capter les perceptions en général de la population et on s'en fait des chambres d'écho, c'est-à-dire qu'on va essayer de refléter ça aux gens continuellement en allant chercher des foules d'exemples pour faire en sorte de démontrer qu'on fait face à une problématique et que la population en général est mal comprise et qu'on a des problématiques sérieuses au niveau des organisations sociales et du gouvernement qui ne répondent pas aux besoins de la population. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet ancrage-là et pourquoi cet ancrage-là est-il si fort dans la région de Québec? Et j'ai parlé à plusieurs personnes. On a des gens au conseil d'administration du centre qui sont dans le domaine de l'anthropologie. On a des gens qui ont fréquenté le centre dans le passé, qui étaient originaires de la région de Québec. Il y a des réflexions qui ont été faites au centre de ressources sur la non-violence pour essayer de sonder un peu et de voir un peu qu'est-ce qui se passait à Québec pour qu'on puisse avoir quand même un genre de popularité importante de cette perspective populiste, comme on appelle actuellement. Populiste voulant dire que finalement, on écoute les perceptions ou les préjugés ou
les choses entendues au niveau de la population et on travaille à les refléter, puis à les attiser, puis à les gonfler. La réflexion a été intéressante parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, en décrivant la ville de Québec, on s'est rendu compte que la ville de Québec, il y a énormément de services publics. Il y a des entreprises qui sont des grandes entreprises avec une stabilité et des conditions d'emploi hors de l'ordinaire et très intéressantes. On a tout le secteur de l'assurance, on a les caisses populaires de jardin au niveau financier, mais on a aussi le gouvernement fédéral qui a de grandes institutions, des bases militaires, des installations importantes, le gouvernement provincial qui occupe un grand espace dans la ville de Québec, et on a aussi les gouvernements municipaux qui sont importants à Lévis et à Québec, ce qui crée un environnement où tu as une portion importante de la population qui a bénéficié de façon importante des bénéfices d'être employé permanent avec des bonnes conditions, avec une retraite et ces choses-là sur le long terme. Dans un environnement où, dès qu'on dépasse un peu sur la rive sud d'une vingtaine de kilomètres la ville de Québec, la ville de Lévis, en fait, on se ramasse dans un monde très rural, avec des petites PME, avec des conditions, pour beaucoup des PME, en tout cas, là, qui ne sont pas nécessairement les conditions aussi solides que les gens qui ont travaillé dans les grandes entreprises ont bénéficié. Donc, on se retrouve avec un écart extrêmement important au niveau des conditions de vie à l'intérieur, mais surtout en périphérie de la ville de Québec. Notez que le discours populiste est particulièrement fort en périphérie. Puis il y a un ancrage suffisamment important. On pourra regarder les cartes d'élection éventuellement, puis on va pouvoir voir là, qu'il y a une certaine réalité alentour de ça. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que le discours populiste, puis le discours de ces radios-là qui carburent un peu à nourrir l'indignation de la population, ben, il s'oriente beaucoup vers accepter et se pencher sur les doléances de la population qui se sent un peu marginalisée et victimisée, et d'un autre côté, va s'amuser continuellement à marteler les enjeux qui offusquent les gens, liés souvent aux conditions blindées, aux salaires des gens qui proviennent de la taxation et ces choses-là. Donc, on a une dynamique, on a clairement une image ici de la dynamique de polarisation qui peut se créer dans une société et qui, à mon avis, est particulièrement dangereuse. Puis je pense que Fabien va pouvoir aborder la question du danger de la polarisation des discours. Et dans la réalité des gens, ce discours-là a une emprise. Parce que moi, quand je parle aux gens qui restent pas loin de chez nous, qui sont des anciens de la région, ou quand je vais à l'extérieur, les gens disent « Ouais, mais là, c'est plus comme avant ici. Notre église est en train de tomber en ruine. C'était le lieu social auparavant. On a perdu notre petite école. On a perdu notre bureau de poste. Donc, les gens voient dans le constat quotidien leur réalité d'antan périclitée. Et d'un autre côté, ils se font marteler continuellement sur le fait que eux n'ont pas tous les bénéfices des autres, puis regardez les autres qui ont un paquet de bénéfices qui font partie de l'institutionnel et ces choses-là. Et là, on a une situation qui s'oriente vers quelque chose qui peut s'avérer pour une société assez explosif. Au Centre de ressources sur la non-violence, on est effectivement préoccupé par une telle réalité-là. Puis l'idée, c'est de dire, ben, comment on transforme ce discours-là? Là, je ne sais pas, en temps, Anne-Marie, ça va-tu bien? Comment on transforme? Combien? 4 minutes, parfait. Comment on transforme un peu cette réalité-là? En fait, on se pose un paquet de questions. Tu sais. En fait, il y a une nécessité à un moment donné de reconnaître que pour cette population-là qui gobe
le discours ambiant qui leur est constamment véhiculé par les médias. Il faut reconnaître le fait qu'il y a un changement en profondeur qui est en train de s'établir et de se mettre en place. Il y a aussi la problématique de dire, quand on parle aux gens et on dit c'est quoi la culture québécoise, il y a peu de monde à qui on va parler qui sont capables de le verbaliser. C'est souvent la langue, l'Église dans le temps, puis l'agriculture, puis ces choses-là. Donc, c'est très, très, très restrictif comme vision de ce qu'est la culture québécoise. Quand dans la réalité, quand on regarde la société québécoise telle qu'on la connaît, on est une société qui a été qui a transformé sa société très rapidement par la Révolution tranquille, qui a été capable d'établir, de sortir d'une religiosité abusive et de s'orienter vers une société axée sur la construction d'un gouvernement et d'ouverture sur la population. On a une longue histoire de coopération internationale. Pensez à tout le monde qui, dans leur famille, ont des gens qui ont été faire de l'aide un peu partout à travers le monde. On a des assises au niveau syndical, donc de solidarité entre les travailleurs, qui sont très solides et qui ont mené à la création de des institutions. On a une culture d'antimilitarisme qu'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on voit émerger à plusieurs reprises, et ça serait intéressant de creuser d'où ça vient. Donc, la culture québécoise, en fait, elle est beaucoup plus vaste que ce que les gens perçoivent et que ce qu'on reflète aux Québécois à ce niveau-là. Et donc, ça fait réfléchir sur mais comment on sort de cette dynamique restrictive, étroite de la perception de la culture québécoise. Et ça va dans le sens de ce que Nancy disait, quand on enlève la composante d'ouverture aux gens qui arrivent avec leurs différentes cultures religieuses, puis qu'on voit l'expression de ces cultures-là comme quasiment une menace, parce que lorsqu'on se sent menacé dans sa propre culture, ben, toute culture qui va s'exprimer différemment de la nôtre va devenir bien évidemment une menace, puisqu'on n'est pas ancré, nous, au niveau de nos valeurs culturelles et même de notre perception de ce qu'est la culture. Fait que je pense, je vais terminer là-dessus, mais je pense qu'il y a un énorme besoin de revalorisation et de la culture québécoise et de démontrer que la culture québécoise, elle est très, très ouverte et très large et elle est en mesure d'accueillir sans être menacée des gens qui proviennent de toutes sortes d'origines et ces choses-là. Dans mon autre présentation, là, qui est les 5 minutes que j'aurai plus tard, j'aborderai la question là, peut-être des mesures qui peuvent être assez drastiques à prendre. Merci. Merci, Normand. Tu as bien respecté ton temps. Alors, c'est maintenant le tour de Fabien Chiza-Ayo qui va parler des dangers de restreindre trop la notion d'identité alors qu'il s'agit d'une notion multidimensionnelle, comme l'ont montré un peu Nancy et Normand à travers leurs témoignages et leurs exemples. Fabien, la parole est à toi. Merci beaucoup. J'étais trop formel dans ma préparation, mais bon, je vais essayer d'abord de respecter strictement le temps. Je ne sais pas si je serai capable parce qu'on dit souvent que je suis atteint d'incontinence oratoire, mais je vais essayer. Alors, ma job de te surveiller. On m'a parlé de ces questions vraiment très complexes. Je vais axer ma communication sur la notion d'identité et puis montrer que ces moments de crispation identitaire et de polarisation surviennent parce que précisément on définit l'identité de façon restrictive au lieu d'élargir. L'identité, c'est quelque chose de dimension. C'est non seulement l'appauvrir, mais encore
créer les conditions de dérive, notamment en considérant l'altérité comme menace. Alors, je disais que des moments d'élection sont des moments cruciaux de la vie collective, politique collective, où les groupements humains revisitent ce que Fernand Dumont appelle les raisons communes de faire ensemble société. Et dans ces moments, forcément, la question de l'identité s'invite constamment, immanquablement. Elle est comme en embuscade et elle entre tantôt dans le débat public sur la pointe des pieds, tantôt en fracassant la porte et allant de façon tonitruante. Dans l'histoire humaine, l'identité a fait couler beaucoup de larmes, beaucoup d'encre, beaucoup de salive et encore plus tragiquement, beaucoup de sang, des torrents de sang. L'identité est un de ces mots qui, dans l'histoire humaine, font 2 petits tours, 3 petits génocides, et puis s'en vont. Quand ils reviennent, il vaut mieux, comme disait Edwy Plenel, les nettoyer avant de les remettre en circulation, parce qu'ils sont sales. Un instant. Alors, pourtant, le mot identité n'a rien d'un gros mot. L'identité, on tombe dedans étant tout petit, comme Obélix est tombé dans la potion magique. L'appartenance est d'abord bêtement une question de hasard de la naissance. L'humain fait son apparition dans un espace et un temps. Il hérite d'une culture, d'une histoire. Il s'inscrit à la naissance dans une ère culturelle ou religieuse. Il naît avec une apparence du fait de la génétique. On est blanc, on est noir, on est jaune. Tiens, on ne dit plus jaune. On a aussi une identité sexuelle, biologique, à ne pas confondre avec une identité de genre. Toutes ces déterminations font l'identité. Comment on le voit? L'identité, comme le disait un sociologue américain, George Herbert Mead, elle est comme un oignon. Elle comporte beaucoup de pelures. Enlever une à une les différentes pelures et il n'y a plus rien. Alors, c'est une métaphore qui nous invite à penser l'identité sur le mode de la polyphonie. On est plusieurs choses à la fois. On a une multitude d'identités, certaines assumées, d'autres minorées ou ignorées. Et il est bien misérable tout esprit incapable d'accepter la multiplicité de ses appartenances, comme disait un philosophe français. Alors, aussitôt, le problème de l'identité se pose parce que, aussitôt assumé, certains s'empressent de définir une altérité. C'est l'autre. Il y a moi et l'autre, ceux qui ne sont pas nés chez nous, ceux qui ne parlent pas notre langue, ceux qui n'ont pas la même apparence que nous, ou ne croient pas au même Dieu que nous, ou ceux qui ne croient même pas en Dieu. Aussitôt, ces gens, ces autres, sont considérés comme différents, voire déficients. Et de déficients, ils deviennent menaçants, dangereux pour le corps social. Il ne faut pas se mélanger avec eux. Il faut les tenir à distance pour éviter la décadence, la déchéance, la dégénérescence. Les identités deviennent alors dangereuses, surtout si elles sont brandies par des politiciens en mal de popularité en contexte électoral. Poussées à l'extrême, les dérives identitaires deviennent meurtrières. C'est ce que disait Amin Maalouf. Les identités deviennent meurtrières ou peuvent devenir meurtrières parce qu'elles sont conçues de manière tribale. Elles opposent nous aux autres, favorisent une attitude partiale et intolérante, exclusive et excluante. Fin de citation. Ainsi, l'identité devient problématique. Quand elle est définie comme en lien avec une seule appartenance, célébrée comme un gage de supériorité, un critère de définition de la normalité, voire de l'humanité, la différence est alors considérée comme déficience. Il faut la tenir à distance. Elle est une menace pour le corps social. La polarisation commence donc par cette démarcation entre eux et nous. Nous qui sommes normaux et eux qui sont anormaux. Nous qui sommes civilisés et eux qui sont barbares, sauvages, incapables de s'intégrer au corps social sans le dégrader, sans en compromettre l'avenir. Je vais une blague de Coluche, l'humoriste français. Il disait ceci: c'était un type normal. Ben, tu vois ce que je veux dire?
ne sois pas hypocrite. C'est un type normal, tu comprends bien. Un type normal, ni arabe, ni noir, ni juif. Normal, quoi. Normal. Comprenez donc ici que l'identité en lien avec la couleur blanche est considérée comme la normalité et les autres sont anormaux. C'est dans l'ordre des mots que tout se passe. Ces discours sont parfois bénins, comme dans les micro-agressions envers ceux qui sont différents, ceux qui, du fait de leur origine géographique, de leur couleur, de leur religion, de leur culture, de leur apparence ou de leur identité de genre, ne sont pas comme nous, ne font pas partie de notre communauté. Puis en crescendo, on en vient aux exclusions, qui peuvent culminer par des exterminations de masse. Il faut extirper du corps social pour le protéger les catégories de personnes considérées comme des nuisances, capables de compromettre la santé du corps social, d'hypothéquer son avenir. Les processus qui mènent à ces crimes de masse s'inscrivent dans l'ordre du discours et en ce qui concerne le discours médiatique. On n'en est pas encore là ici, évidemment, heureusement. La déshumanisation commence par réduire les individus au rang de choses, puis progressivement, la réification ou chosification cède de la place à la bestialisation. Les humains, ainsi expulsés de la condition humaine, deviennent alors des animaux dangereux, des nuisances, dont l'élimination est recommandée parce qu'elle relève de la salubrité publique. Au rang d'abord normal, banal leur disparition, on dit tiens, il y a des morts, bah, who cares? Et puis on dit, elle devient normale, oui, ils sont morts, et puis alors? Puis elle devient normative, il faut les tuer, sinon notre société est en danger. Il faut prendre les devants, c'est eux ou nous. Nos campagnes électorales n'ont heureusement pas encore dérivé vers ces extrêmes. Mais les processus de justification sont en l'œuvre. Ici, je aimerais vous donner un exemple, mais je ne veux pas parce que je ne veux pas sortir des balises que vous avez définies. La stigmatisation des immigrants comme menace pour la survie du français en terre d'Amérique est une réalité qui crève les yeux. On a entendu des débats là-dessus. C'est aussi une insulte pour nous autres, les immigrants, plus catholiques que le pape. Nous échinons à enseigner le français, loin, très loin des grandes villes. Alors, que faire? Pour sortir de ça, pour sortir de ces dérives possibles, il faut convoquer les humanistes. Il faut rappeler constamment, comme le dirait Michel de Montaigne, que chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Il faut refaire encore la démarche de Sisyphe, qui s'acharnait à pousser son rocher jusqu'au sommet de la montagne, même si le rocher dégringolait tout le temps, le forçant à reprendre énergiquement sa longue et lourde tâche. Il faut rappeler que l'identité se mord de la singularité, des souches, qu'elle se conjugue au pluriel, qu'elle n'est pas figée, qu'elle est une réalité mouvante, toujours en redéfinition. Il faut rappeler encore et toujours ce mot du philosophe Michel Foucault, que l'identité d'un homme, c'est son itinéraire. Il faut rappeler enfin ce mot d'un humaniste indépassable, Antoine de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'augmentes. Merci. Alors, merci de nous rappeler cette multiplicité de nos appartenances. Merci de nous rappeler que l'humain, chaque humain a son identité qui est associée à son itinéraire, que l'identité renvoie à plusieurs dimensions. Merci de mettre l'accent aussi dans l'humanité sur tout ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et c'est maintenant l'occasion du petit rebond de 5 minutes. Alors, on peut reprendre le même ordre que tantôt, c'est-à-dire 5 minutes à Nancy, 5 minutes à Normand et on finira par 5 minutes pour Fabien. Alors, Nancy, la parole est à toi pour 5 minutes. Je me souvenais pas qu'on avait 5 minutes de plus, mais je vais quand même enchaîner avec des questionnements pour Fabien. Très intéressant comme communication. Et puis, bon, on sait que tu viens d'Afrique, je crois. Où les contextes électoraux là-bas sont très chauds, très dangereux. Burundi. Burundi, c'est encore pire.
C'est un des pires pays en Afrique où il y a eu des élections sanglantes. On a heureusement la chance ici de vivre ça paisiblement. Mais quand tu dis, Fabien, qu'on a quand même des éléments ici qui pourraient encourager une dérive identitaire. Je me demande de quelle manière tu vois ça, toi, avec tes yeux de Burundais. Puis là, je vais donner mon temps à Fabien qui a le goût de parler beaucoup plus que moi et qui a de la théorie aussi intéressante à entendre. Alors, comment, avec tes yeux de Burundais, tu regardes le contexte électoral québécois qui est, somme toute, paisible, mais qui comporte des éléments de dérive identitaire? Donc, Fabien, si j'ai bien compris, Nancy, là, tu as pris 2 minutes et tu donnerais 3 minutes à Fabien pour répondre, en plus de son 5 minutes. D'accord. Oui, merci. Bon, d'abord, j'aimerais préciser qu'après avoir vécu au Burundi, je suis vraiment heureux de vivre ici. Je rappellerai ce que disait Corneille. Non, c'est pas Corneille, mais Michel Pambara. Débarquer dans un pays où le débat le plus houleux concerne la couleur de la margarine, ça fait quand même du bien. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on discute et on se crêpe le chignon au sujet de la couleur de la margarine. Donc, pour moi, débarquer dans un pays comme ça, c'est une bénédiction. Mais il reste que les questions d'identité se posent ici en campagne électorale. On a vu quand on a parlé des immigrants, par exemple. Et cela fait, par exemple, cela vient du fait qu'on réduit l'identité à la langue d'abord. Je comprends parce que l'histoire de la francophonie en terre d'Amérique est telle qu'il y a eu une réduction de l'espace francophone comme peau de chagrin et qu'il y a de plus en plus comme en îlot de francophonie dans une mer anglophone. C'est de l'histoire envisagée dans la longue durée. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait cette mentalité qui consiste à dire il faut que nous formions comme une sorte de citadelle pour protéger le restant de francophonie d'Amérique. Mais ce qui gêne là-dedans, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont recrutés sur le fait qu'ils sont francophones, d'abord. Autrement dit, ils devraient faire naturellement partie de ce dernier carré de résistants contre l'anglicisation. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que systématiquement, quand on parle de survie du français, on pointe du doigt Montréal et on dit c'est l'immigration qui menace la survie du français. Alors que l'immigration peut être une bénédiction pour la survie du français. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand je débarque à 1500 km de Montréal pour enseigner le français aux Inuits, je pense que je ne suis pas une menace pour la survie du français, mais plutôt que je travaille à la survie de cette langue française. Ensuite, quand je parlais tout à l'heure de chosification, je ne suis pas allé jusqu'à donner un exemple parce que j'aurais débordé un peu des balises qui ont été données par les organisateurs de la conférence, mais vous vous rappelez de quelqu'un qui parlait d'une leader de l'opposition et comme c'était, je ne sais pas, ces exceptions, comme cette chose-là, je ne sais pas. Moi, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. C'est pas tragique, ça ne va pas jusqu'au crime de masse. Mais cette chosification de l'autre dans le discours, moi, ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé parce que quand
enfin, je m'arrête peut-être là, mais ceci dit, la démocratie québécoise et la démocratie canadienne sont quand même des démocraties bien établies. Les moments électoraux ne sont pas des moments tragiques, c'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours de cette journée de 95 où il y a eu un référendum sur la souveraineté du Québec et où il s'est fallu d'encheveux pour que l'option du oui gagne et où les gens sont rentrés chez eux tranquillement, sans casser la gueule à personne, sans casser une vitre, en acceptant le verdict des urnes. Et donc, je dis, oui, toutes les démocraties sont perfectibles, mais quand même, je suis reconnaissant de vivre dans un pays où on ne sort pas les armes pour refuser le verdict des urnes. Voilà. Merci, Fabien. Dans le fil de discussion, il y a quelqu'un qui a posé la question, Fabien, est-il burundais? Est-il aussi québécois? Ouais, parce qu'il a été interpellé comme burundais. Alors, ça, on peut se poser la question aussi pour les personnes d'origine immigrante. Comment conjuguer cette double identité pour ne pas être toujours vu comme l'autre? Alors, ben là, peut-être on peut passer aux 5 minutes de Normand et pendant ce temps-là, ensuite, on pourra revenir aux 5 minutes Je ne sais de pas si j'ai Fabien. répondu comme Québécois ou comme Burundais, mais je suis un Québécois d'origine burundaise et j'estime que ma réponse fait honneur à mes deux appartenances. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Merci, Fabien. Normand? Bon, ben, je vais avoir... je vais défier Fabien, en fait, parce que Fabien connaît très bien la question. On en a déjà parlé ensemble. D'ailleurs, Fabien et moi, on se connaît assez bien. On est des bons amis, en fait. Il y a un spécialiste international. Donc, c'est un Norvégien. Il s'appelle Johan Galtung. Et sa fille était sur l'île d'Utøya quand il y a eu le massacre en Norvège, une île où il y avait un événement social pour, je crois, un parti politique de gauche d'ailleurs. Et c'est un extrémiste blanc qui a tué, je ne me rappelle plus combien de personnes, une vingtaine ou une trentaine de personnes sur l'île. Et sa fille a survécu. Et Johan Galtung est le fondateur d'une branche académique de la recherche pour la paix. Il a fondé un organisme en Norvège qui s'appelle Transcend, Transcender. Cette organisation-là se fait une spécialité de travailler dans les régions du monde où il y a des conflits qu'on juge insolubles. Et Galtung a lancé, suite au massacre sur l'île d'Utøya, il a lancé un pavé dans la mare en Norvège, où il a dit à un moment donné, les gens qui se sentent marginalisés, ce qu'on fait systématiquement dans nos sociétés, c'est qu'on élimine toute possibilité pour eux d'avoir une voix. Et le massacre devient un peu l'expression de cette voie-là. Nos sociétés auraient la responsabilité, éventuellement, d'établir des cadres médiatiques à l'intérieur duquel ces voix-là pourraient s'exprimer et être confrontées à l'élite des personnes qui connaissent à fond les enjeux de conflits, de désamorçage de conflits, de société, de valeurs et d'identité. Et en confrontant continuellement ces gens-là à l'intérieur de l'espace médiatique, lui, il voyait ça comme une des façons les plus efficaces de désamorcer cette polarisation-là. Et en fait, je relance Fabien qui a vécu des situations extrêmes en lien avec l'utilisation des médias par des groupes identitaires meurtriers.
je relancerai comme Nancy a fait, Fabien, pour voir un peu, ben, Fabien, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là de Johan Galtung lorsqu'elle a lancé ce pavé dans la mare-là en Norvège? Et là, ça l'a fait énormément réagir. Vous pouvez comprendre, il demandait quasiment à la société norvégienne de donner la parole à ces gens-là et de les confronter réellement. Donc, Fabien? Oui, je pense que la question est indécidable. Voici mes raisons. Donner la liberté de parole aux ennemis de la liberté, c'est quand même paradoxal. Ça, c'est mon premier argument. Deuxième argument, ce n'est pas parce que vous confrontez ces gens dans l'espace médiatique qu'ils vont changer d'avis. Non, ces gens-là, d'abord, ils boudent l'espace médiatique en estimant que cet espace-là est habité par les intellectuels, les élites, et que leur discours à eux n'est pas audible dans les médias, alors qu'il y a des gens qui tiennent exactement le même type de discours, mais qui viennent des élites en prétendant qu'ils parlent au nom du vrai monde. Je parle par exemple d'Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour s'exprime dans les médias et il a accès aux médias, il prétend qu'il parle pour le vrai monde et qu'il fustige les élites. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas parce qu'on leur donnera l'accès à l'espace médiatique que ces gens-là vont renoncer à leurs idées nauséabondes. Non, c'est pourquoi je disais que la question est indécidable. Mais en fait, au fond, si on les laisse dans les marges, ben, ils vont ruminer leurs idées et ça va aboutir au massacre d'Utoya. Mais si on les laisse aussi, si on leur ouvre aussi l'espace médiatique, ben, ça peut aboutir, par exemple, aussi à ce qu'on voit en Italie, le triomphe de l'extrême droite, par exemple. Donc, l'extrême droite qui se normalise, qui occupe l'espace médiatique, puis l'espace politique, et puis commence à appliquer ses programmes. Je sais pas. C'est pourquoi je dis que la question est indécidable. Merci Fabien, tu as bien réagi à l'intervention de Normand en disant que c'est indécidable. En tout cas, c'est tellement contextuel, il y a tellement de paramètres dont il faut tenir compte. La liberté de parole, les espaces publics, est-ce qu'ils ont déjà pas mal tendance à pouvoir s'exprimer à travers certains médias? Est-ce que l'idée, c'est de pouvoir les mettre dans l'espace public, mais en les confrontant, en espérant d'être capable de défaire toutes les incohérences et les préjugés pour faire un peu du damage control afin que les gens qui voient ça puissent éventuellement changer d'opinion? Fabien, si tu veux rajouter des choses, parce que là, Normand t'avait donné un petit peu, t'as posé une question, tout comme Nancy l'a fait, mais si tu voulais rajouter des choses suite à ta présentation de tantôt, tu as encore quelques minutes, toi aussi. Moi, je viens d'un pays où, c'est plutôt le pays voisin que le mien, parce qu'on a tendance à confondre le Burundi et le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays voisin du mien, au nord de mon pays. Et il y a eu ce qu'on appelait les médias de la haine. Et les médias de la haine, on sait ce que je disais tout à l'heure, ces idées qui font 2 petits tours, 3 petits génocides et puis s'en vont. La radio, c'est un bon médium, mais au-delà de la radio, je pense qu'il y a une éducation. Il y a une éducation à la citoyenneté, une éducation à l'acceptation de la différence, y compris la différence d'opinion. Il y a des Hutus et des Tutsis au Rwanda, il y a des Hutus et des Tutsis au Burundi. Au Burundi, heureusement, il y a eu une guerre civile meurtrière qui a duré plus de 10 ans, mais on est parvenu à bricoler un nouvel ordre institutionnel qui intègre tout le monde. Et le pays est plus ou moins apaisé. Je vous dis ça parce que j'ai fait 17 ans d'exil ici avant de retourner voir mon pays natal, Normand le sait. Donc, c'est un pays qui est plus ou moins apaisé maintenant. Et la question qui m'était posée justement concernait les médias de la haine.
systématiquement, on condamne les médias de la haine parce qu'on se dit que des populations déchaînées qui vivent une situation de crise politique extrême vont écouter religieusement les médias de la haine et exécuter le programme que les médias de la haine leur demandent d'exécuter. Maintenant, fallait-il, par exemple, demander aux porteurs de ces discours haineux, fallait-il leur ouvrir l'ensemble des médias pour que donc, au fond, ça veut dire, c'est normaliser le discours de la haine que d'ouvrir la porte de tous les médias à ces gens, aux gens qui portent des discours aussi nauséabonds. Fallait-il interdire, autrement dit, fallait-il fermer les médias de la haine? Fallait-il donc que les paroles ou les opinions ou les thèses racistes que ces gens-là véhiculaient soient interdites de citer, soient interdites aux médias? Moi, systématiquement, je pencherais vers la solution de l'interdiction parce que garantir la liberté aux ennemis de la liberté, je trouve que c'est quand même extrêmement dangereux, extrêmement irresponsable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des questions qui sont indécidables. Au-delà des médias de la haine, et je pense qu'il y a une éducation à la citoyenneté, une éducation à la tolérance des opinions qu'il faut, et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est une tâche à laquelle il faut s'atteler, quel que soit le niveau de démocratie que les pays ont déjà atteint. Autrement dit, il y a des reculs possibles. On a vu des démocraties basculer alors qu'on pensait que c'était acquis. On a vu des droits refusés alors qu'on pensait que c'était déjà acquis. On a vu des libertés s'éroder alors qu'on pensait que c'était déjà acquis. Donc, je pense que c'est une éducation à la citoyenneté qu'il faut prendre en charge collectivement, aussi bien dans nos institutions académiques, dans nos institutions d'enseignement que dans nos organismes communautaires. Je dis que prendre ça comme une mission collective à assumer. Sinon, il y a toujours moyen de reculer. On a vu des démocraties basculer. Il n'y a jamais rien d'acquis. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Comme je le souligne, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est dans le domaine de l'éducation que nous avons la plus grosse responsabilité. Et quand on voit souvent comment certaines institutions sont sous-financées, quand on voit un débat électoral où la question des universités ne se pose même pas, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Voilà, donc c'est ça que j'avais pour ajouter à la Merci Fabien. Alors, tu as répondu à la question et tu en as soulevé plusieurs aussi, à savoir, bon, est-ce que par exemple, ceux qu'on pourrait appeler les ennemis de la liberté ou enfin des gens qui proposent une définition des fois très inquiétante et restrictive de l'identité, est-ce qu'on leur ouvre la porte? Si oui, quelle porte? À qui? Comment? Pourquoi? Comment donner la répartie? Qui décide? Qui doit dire quoi? Tu as beaucoup parlé aussi de la question de l'éducation à la différence, à la tolérance, au vivre ensemble. Et je pense que plusieurs des personnes qui sont ici, là, cachées quelque part derrière le Zoom, qui participent, sont des gens qui sont préoccupés par l'éducation au vivre ensemble, par le dialogue. Je vous rappelle qu'on est en plein milieu des Journées internationales de la paix. Et c'est justement le temps de passer la parole aux différents intervenants et intervenantes qui voudraient s'exprimer sur la question ou poser des questions à Normand, Fabien ou Nancy. Alors, il y a déjà ici une question de Bernard à tout le monde. Et en fait, plutôt Fabien, mais ce n'est pas juste Fabien qui peut répondre aux questions. Comment interdire les médias de la haine alors que prenant l'exemple de l'Italie avec Berlusconi qui possède ses médias? Hein, alors, c'est-à-dire, c'est difficile
d'interdire des médias quand ceux qui possèdent les médias contrôlent tout le reste aussi. Oui. Alors, c'est une question intéressante et il y en a d'autres. Alors, je vous rappelle, pour les personnes qui voudraient intervenir, vous pouvez poser les questions sur le chat, mais vous pouvez également poser la question. Il suffit de lever, je ne sais pas si vous connaissez la façon de réagir. Là, vous mettez une petite main et puis à ce moment-là, vous pouvez directement ouvrir votre caméra ou garder la caméra fermée si vous préférez et poser votre question de vive voix. Alors, les deux options sont possibles. Oui, comment interdire les médias de la haine alors qu'il y a des magnats des médias qui en possèdent et qui diffusent justement la haine à longueur de journée? C'est une question qui s'oppose actuellement à toutes les démocraties. Il faut rappeler ce que disait Paul Valéry à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, nous autres grandes civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Il faut rappeler tout le temps aux démocraties, en parodiant justement Paul Valéry, nous autres grandes démocraties, nous savons maintenant que nous sommes mortels. C'est-à-dire que si on estime que les médias font partie intégrante de la démocratie, de la vie démocratique, alors il faut éviter que ces médias soient uniquement mus par le seul souci de faire de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, il faut se battre contre la concentration des médias. Concentration des médias, pourquoi? Parce qu'il faut réglementer le secteur des médias de façon à ce qu'il n'y ait pas tellement de gros joueurs et qu'on étouffe systématiquement les voix dissidentes. Autrement dit, on va se retrouver avec un écosystème médiatique qui défend uniquement les thèses, les idées des propriétaires de ces médias. Et ces propriétaires des médias sont une poignée de personnes dont l'agenda n'est pas un agenda démocratique, mais un agenda purement économique. Alors, les démocraties sont en danger. Alors, nous sommes ici au Canada parmi les pays où la concentration des médias entre les mains de quelques acteurs est parmi les plus poussées au monde. Alors, ces questions-là n'émergent pas souvent dans le débat public. Je pense qu'il est temps pour nous autres, par exemple, dans le groupe que nous avons ici, au moins se poser déjà la question. C'est un premier pas. Quel est le niveau de concentration des médias au Québec? Quel est le niveau de concentration des médias au Canada? Qu'est-ce que ce niveau de concentration a comme conséquence sur la vie politique, sur notre quotidien à nous, sur les décisions que nous prenons collectivement, sur les décisions que prennent nos élus? Voilà, donc, je pose la question en ces termes comme ça. Et c'est une question que je vous renvoie tous pour qu'on en discute, quoi. Merci Fabien. On reconnaît ici le chargé de cours en communication qui a beaucoup réfléchi sur la question de la concentration des médias. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois ici Nancy qui écrit pour répondre à Angela, si je décide de vivre dans un autre pays, serais-je toujours canadienne? Devenons-nous chinoises si on vit en Chine? Alors, c'est encore la question de la pluralité des appartenances. Est-ce qu'on peut penser aussi que certaines personnes vont décider de prioriser une identité d'accueil à une identité première, d'autres vont rester plus attachés ou d'autres vont bien. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle de conjuguer différentes identités? Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir là-dessus? Vous pouvez ouvrir votre micro. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois, je suis Burundais. Je ne soustrais pas, j'additionne. J'assume la pluralité de ces appartenances. Il y en a d'autres qui gèrent cette problématique de façon différente, mais moi, j'additionne. Je ne soustrais pas. C'est de la richesse.
C'est intéressant cette idée d'additionner Ben, plutôt que de c'est comme soustraire. ça que moi je gère ça. Je suis en train d'apprendre l'Inuktitut parce que j'estime que je côtoie des humains qui ont une façon de voir le monde et cette façon de voir le monde, elle s'exprime à travers la langue. Je suis en train d'apprendre. Peut-être que je n'irai pas très loin dans mon apprentissage, mais j'essaie d'ouvrir cette fenêtre-là sur le monde. Merci. On me signale que Shimbi a levé la main et aussi Bernard. Alors, je n'ai pas vu, peut-être j'ai un petit problème d'écran, mais Shimbi, si tu veux bien intervenir, et après, ça sera le tour de Bernard. Et paradoxalement, la question que je suis en train de me poser, c'est de savoir si ce qu'il faut voir, c'est la concentration des médias ou la déconcentration. Parce que je crois que dans la réflexion, Fabien, peut-être n'a pas eu une présence d'esprit par rapport aux médias sociaux qui deviennent les lieux où réellement le discours, où cette polarisation semble se donner à cœur joie. Les gens n'ont... C'est vrai qu'il y a moyen de contrôler aujourd'hui ce qui se dit dans les médias sociaux, mais est-ce que le problème, c'est beaucoup plus dans les grands médias où les gens sont capables d'être hypocrites, ou bien c'est dans les médias sociaux où se trouve logé où se trouve le danger actuellement? Bon, l'autre chose, c'est que quand j'écoutais Normand parler, il me semblait que peut-être que la question n'était pas bien clarifiée, c'est-à-dire donner la parole aux gens qui se considèrent toujours comme des exclus. Est-ce que c'est de dire donnons la parole aux gens qui sont identifiés véritablement comme racistes, je sais pas, anti-chinois, anti-noirs, anti-asiatiques, tout ce que vous voulez, anti-arabes? Est-ce que c'est là que Normand voulait dire, ou plutôt la question c'était de dire il faut un espace de débat qui est beaucoup plus inclusif, où ces gens sentent qu'ils sont pris en compte, qu'ils sont considérés comme citoyens, qui sont reconnus. C'est un peu l'ambiguïté que moi, dans laquelle je suis resté après les échanges qui ont suivi. Est-ce que, Normand, tu voudrais répondre à Shimbi et ensuite on passera à la question de Bernard? Ben, en fait, si je me fie à mon expérience de Joan Galtung, puis de ses écrits et ces choses-là, c'est sûr que sa présentation, moi, j'y vais dans le très rough, là, dans le très de base, mais en fait, Joan Galtung est très, très nuancé en général. Je pense que ce que Shimbi amène, c'est probablement la base de sa réflexion. C'est-à-dire, on doit donner de l'espace à des voix marginales, même si elles nous défient en termes de société. Mais je me rappelle de certains extraits où vraiment il parlait aussi, même au niveau des extrémismes, qu'il faut créer un espace. Il parlait d'un espace beaucoup plus encadré pour être capable de leur donner une voix. C'est différent, à mon avis, que ce qu'exprimait Fabien au niveau du vécu lorsqu'on parlait des radios meurtrières qu'il peut y avoir derrière les massacres au Rwanda, au Burundi. Je pense que Galtung avait une idée beaucoup plus cadrée, mais je vais me limiter à ça. Oui, il y a une question qui a été posée sur les médias sociaux. J'aimerais dire d'abord qu'il y a il y a des passerelles entre les médias sociaux et les médias traditionnels. Quand il y a des sujets de débat public, c'est généralement les médias traditionnels qui donnent l'ola. Et donc, on verse dans les réseaux sociaux des sujets de débat, des sujets de discussion. Ceci dit, est-ce que les médias sociaux ont vraiment complètement remplacé les médias traditionnels? Je ne sais pas. C'est peut-être des choses à étudier. Ça fait pas longtemps que ces médias sont apparus. Est-ce que l'influence politique des médias sociaux est beaucoup plus importante que l'influence politique des médias traditionnels? Dans les groupuscules extrémistes, oui, c'est vrai. Mais pour le reste, ces questions sont des questions
Ces médias sont assez récents et je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment d'études qui peuvent vraiment donner leur juste au sujet de l'influence des médias sociaux par rapport aux médias traditionnels. Il y en a qui disent qu'il y a des révolutions qui sont faites par Facebook, d'autres disent que les révolutions arabes ont été faites par Twitter. Oui, mais j'ai beaucoup plus de... Je suis très circonspect en ces matières parce qu'on a toujours prétendu que aussitôt qu'un médium est apparu, on a prétendu qu'il allait faire la révolution, qu'il allait changer complètement la politique, l'économie et tout. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment nuancer les jugements à l'emporte-pièce qu'on avait émis à ce sujet. Merci Fabien. Alors, c'est vrai que les médias sociaux, comme le rappelait Jonathan Durand-Folco, qui enseigne à l'Université d'Ottawa en philosophie, comparait ça à un accélérateur de particules. Oui. Hein? Alors, quand il y a déjà un certain discours, ben là, quand ça tombe dans les réseaux sociaux, là, c'est décuplé et surtout que c'est à la portée, hein, avec les clics, tout le monde peut s'exprimer, ce qui est plus difficile, par exemple, dans les médias traditionnels où il faut être choisi, sélectionné, alors que dans les médias sociaux, ben, on trouve le meilleur et facilement le pire. Bernard, tu avais aussi une question, une intervention. Oui, tout simplement. Un petit clin d'œil à Fabien que je trouve particulièrement intéressant dans sa communication où effectivement il est tout à fait québécois, mais il emploie encore, et c'est fascinant, une belle communication circulaire à la manière africaine. Tout à fait fabuleux de voir l'addition qu'il fait justement des cultures, un bel exemple. Donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil sur cette question-là. Pour également sur la question, je trouvais de Normand un peu plus tôt sur la réalité de Québec qui, je pense, s'apparente à d'autres réalités dans le monde. On peut effectivement se questionner sur nos voisins du Sud avec les polarisations qu'il y a là. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a dans cette réaction polarisante, il y a aussi une bonne nouvelle, si on peut dire comme ça. Je vais être un peu étonnant dans la mesure où si on se permettait d'avoir comme débat dans le passé la couleur du beurre, c'est parce que nous n'avions pas beaucoup de rencontres en tant que Québécois avec la différence. Et que cette rencontre-là, avec la différence, génère dans le processus de compétences et de rencontres interculturelles, notamment, génère un dépassement d'un stade qui est le déni de la différence à la réaction défensive. C'est déjà un progrès, si on peut le dire, mais effectivement, ça demande autre chose. Et puis dans la rencontre, je crois que dans la rencontre, si on veut juste avoir des rencontres, on va générer d'autres gestes défensifs. Il doit y avoir un cadre théorique, un cadre de rencontre, à l'instar de ce que Normand parlait du chercheur nord-européen. Il doit y avoir aussi un cadre théorique qui nous permet de vraiment asseoir cet élément-là. Sinon, on ne génère que des modes défensifs à la différence. Donc, c'était l'intervention que je voulais faire. Et là, je lancerai la question autant aux panélistes qu'à tout le monde. Avez-vous des idées pour ces balises pour le cadre théorique dont Bernard parlait? Quels sont des éléments qu'il faudrait mettre pour permettre une saine discussion, pour permettre une rencontre sans éviter les flamèches, mais justement faire en sorte que les flamèches ne deviennent pas un incendie qui détruit tout sur son passage, là? Je pense qu'on a eu une réponse avec Fabien qui additionne les identités. Se cantonner à une seule identité peut poser problème. Puis, ce cadre théorique doit inclure, je pourrais dire, le pluralisme. Juste un peu en marge, je dirais que je pense qu'on ne peut pas multiplier les identités. Une identité, elle nous est spécifique. On peut additionner des éléments à notre identité, aux éléments qu'on apprend et sur lesquels on interagit. Mais le renoncement à l'identité que l'on a
malheureusement, au nom d'un certain pluralisme, d'une certaine rencontre, malheureusement, éveille aussi, lorsqu'on est dans une minimisation des différences culturelles, notamment, ou d'identitaires, éveille également la contre-réaction. Donc, il y a quelque chose sur lequel si on veut effectivement être ouvert à l'autre, il faut avoir une confiance dans sa propre identité, dans sa propre culture, pour être capable d'avoir l'ouverture à l'autre. Et rencontrer l'autre, c'est pas de renoncer à sa culture, c'est d'entendre sa culture. Moi, c'est le bagage que j'ai en interculturalisme qui me fait parler ainsi, c'est d'entendre l'autre et de comprendre les motivations qui viennent justifier sa culture, ses valeurs, sans renoncer aux miennes. Et c'est là la difficulté, toute la difficulté d'avoir ce regard-là sur l'autre et soi, autant au niveau individuel que collectif. Oui, Normand? J'ai juste une petite intervention. J'ai de la misère quand j'entends la notion de culture exprimée comme quelque chose de peut-être un peu statique. J'ai l'impression qu'il y a une nécessité de percevoir la culture comme quelque chose en continuelle interaction et en continuelle évolution et en continuel enrichissement en se frottant aux autres cultures et aux autres réalités. Donc, oui, effectivement, quand on est face à une différence au début, je suis d'accord avec Bernard que ça constitue un peu une situation qu'on peut percevoir comme menaçante. Mais effectivement, si on est bien ancré dans sa propre culture, et j'aurais tendance à dire que c'est ce que j'essayais d'exprimer sur la région de la rive sud de Québec, où je sens que les gens sont un peu déracinés au niveau de qu'est-ce qu'est leur vraie culture. Mais là, c'est sûr que les gens, face à l'expression d'une culture, surtout quand elle est très différente et qu'elle s'exprime de façon vestimentaire, mais là, les gens se sentent d'autant plus menacés. En tout cas, mais la culture évolutive, pour moi, ça devrait devenir une réalité que les gens intègrent. Mais bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas. Que tout le monde devrait intégrer, pas certains. Tout le monde, oui. Est-ce que le spaghetti fait partie de la culture québécoise? Pourtant, ça vient d'ailleurs. Hein? Moi, je dirais qu'il fait partie de la culture familiale internationale. C'est quelque chose de pluriel, de mouvant. Qu'est-ce que vous devez aux Premières Nations dans ce que vous appelez la culture québécoise? Est-ce que vous devez aux Premières Nations? Est-ce que ça fait partie de la culture québécoise? Il faut creuser pour identifier toutes ces couches de culture. Et c'est ça qui va redonner confiance aux gens dans leur culture. Québec, c'était pas un mot français, par exemple. Il faut rappeler tout ça. Nous avons accueilli des éléments de la culture des autres. Nous les avons intégrés, nous les avons digérés. Ça fait maintenant partie de la culture québécoise. Comprenez-vous? Ça n'a jamais été figé, ça a toujours été mouvant. Ça s'est toujours métamorphosé, mais ça n'a pas disparu. Ça s'est enrichi et ça a rebondi. Et c'est encore là. Et ce sera encore là dans 1000 ans si nous y croyons. Merci. Il y a Suzanne qui aurait aussi une intervention à faire. Oui, bonsoir. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Moi, je travaille en éducation. Je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans les écoles. Et puis, je viens de terminer là, des études justement parce que je me pose la question comment on peut arriver dans les écoles à avoir cette ouverture-là à l'autre, à la différence. Puis, dans ce que j'ai étudié autour des valeurs et de l'imaginaire, j'ai appris, en tout cas au niveau théorique, il y aurait peut-être une piste là, à creuser sur le fonctionnement de notre imaginaire, comment on peut avoir tous les mêmes, parfois dire qu'on a des valeurs d'accueil, d'écoute, de bienveillance, tout le monde va dire ça, mais que, étant donné que dans notre imaginaire, il y a des pôles attractifs qui sont très différents, qui sont comme en compétition, ça fait que nos valeurs peuvent être polarisées dans un côté plus
performance ou dans un côté au contraire plus fusionnel, plus laisser aller et tout, l'accueil à outrance peut-être même parfois. Ce qui fait que ce contenu-là sur les valeurs, moi j'essaie de l'apporter en éducation là où je travaille, puis je me rends compte que c'est quand même porteur, ça éclaire beaucoup parfois des conflits qu'on peut avoir parce que on peut avoir une même valeur, mais on ne la comprend pas de la même façon, mais les deux façons peuvent être bonnes, sauf que quand une des deux façons est portée à l'extrême, ben là, c'est là justement que les positions se durcissent. Mais je trouve que d'amener un contenu, de réaliser au fond que ces valeurs-là peuvent avoir des couleurs différentes et que les couleurs différentes peuvent être bonnes toutes les deux. En tout cas, sur le terrain, dans ce que je fais, je trouve ça très éclairant. En tout cas, mais moi, j'agis à toute petite échelle, là. Mais je pense qu'au niveau théorique, au niveau de l'imaginaire, de la compréhension, si on avait dans le nouveau cours qui s'en vient quelque chose de plus approfondi au niveau de comment l'être humain vit ses valeurs en tension à l'intérieur de lui et dans la société, peut-être que ça aiderait un peu, mais je sais que ce contenu-là, il n'est pas là. À commencer comme par la valeur d'accueil, qu'on pourrait voir comment chacun voit la valeur d'accueil. Tout à fait. L'égalité, oui. le sens de l'égalité. Alors, effectivement, on parlait tantôt de raisons communes, mais on pourrait creuser aussi puis découvrir des valeurs communes, même si elles ne se modulent pas toujours de la même façon. Oui, puis accueillir ça, que ça ne se module pas toujours de la même façon. Merci, Suzanne. Je pense que Nancy voudrait intervenir là-dessus, justement en lien peut-être avec son expérience en éthique et culture religieuse où il était beaucoup question de valeurs. Oui, mais je voudrais préciser que dans le nouveau programme en culture et citoyenneté québécoise, les valeurs sont abordées, les valeurs québécoises. Donc, de quelle manière ils vont définir les valeurs québécoises dans les manuels, là, on peut se poser la question. Moi, j'ai enseigné dans un milieu très, très multiethnique. Je pense que chaque personne provenait d'une origine différente dans la classe. Et puis, j'ai senti aucune animosité, aucun racisme, aucune discrimination les uns envers les autres, tout le monde. Mais il y a un truc, par contre, c'est que les gens mettaient pas d'avant leur identité. Leur identité, c'était d'appartenir à l'école Liberté Jeunesse. Et puis, leur identité raciale ou ethnique ou nationale n'était pas mise de l'avant. Donc, je ne sais pas si ça nourrit un peu la réflexion, mais moi, je trouve que le contexte éducatif est primordial. Fabien l'a bien souligné en disant que ça prend une éducation à la citoyenneté. Mais je me pose la question, est-ce que la citoyenneté québécoise est la matière à enseigner ou la citoyenneté at large, comment ça s'articule? Et puis, pour terminer, j'aimerais répondre à Angela qui m'a envoyé quelques messages sur le chat. Je faisais un peu une blague en disant que si on va en Chine, on ne deviendra pas chinoise. Quand on vient au Québec, on devient québécois. Donc, c'est des choses à réfléchir. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'un Burundais se considère québécois d'origine burundaise. Et c'est une fierté même d'entendre ça. Mais à la fois, il faut se poser la question, au-delà de la double nationalité, il faut se poser la question, est-ce que l'addition des identités est possible dans tous les cas? Et puis, est-ce que au Québec, être québécois, c'est donné à tout le monde? Est-ce que devenir québécois est une obligation en vivant au Québec? Et puis, si on a un cours obligatoire de citoyenneté québécoise,
qu'est-ce que ça peut donner comme résultat en bout de piste dans une classe multiethnique? Comment les jeunes qui ne s'identifient pas comme Québécois vont réagir, vont se sentir? On peut dire là-dessus que dans certains cas, il y a des définitions un peu plus culturelles, des gens qui s'associent à la culture québécoise et d'autres plus la citoyenneté au sens juridique, droit et liberté. Il y a peut-être ces distinctions qu'on peut faire, tout comme on peut faire une différence entre est-ce qu'il existe vraiment des valeurs québécoises ou des valeurs qui sont importantes au Québec, sans être spécifiquement, typiquement québécoises, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'est pas en soi une valeur québécoise, mais qui est une valeur fondamentale au Québec. Alors, ça, c'est des distinctions qu'il faut faire. C'est pourquoi je plaide pour un cours d'éthique, point final, et non un cours de culture et citoyenneté québécoise ou d'éthique et de culture religieuse. Je trouve qu'on tombe un peu dans un piège en abordant les cultures. La citoyenneté est incluse dans l'éthique. Et puis, si on avait simplement un cours d'éthique, on pourrait ratisser très large sans tomber dans des questions identitaires. Bon, tout à l'heure, je disais que je suis Canadien, que je suis Québécois et que je suis Burundais. Dans ma tête, être au Québec, être reconnu comme citoyen du Québec, capable d'exercer mes droits citoyens au Québec, fait de moi un Québécois. Ensuite, je suis Canadien, c'est le pays qui m'a accueilli. Chaque fois qu'il y a une élection, je ne reste pas dans mon lit douillet, comme dirait Georges Brassens. J'exerce mes droits citoyens, aussi bien au niveau canadien qu'au niveau québécois. J'exerce mes droits citoyens au Burundi, chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, c'est ma façon d'habiter ces trois espaces. Et à condition qu'on ne me dise pas, toi, tu n'es pas québécois, moi, je veux continuer à me considérer comme québécois. Comprenez-vous? J'assume cette appartenance. Alors, ceci dit, évidemment, quand je dis je suis québécois, il y a des gens qui disent « Hey, what? » C'est comme si, en fait, il fallait être d'ascendance française, peut-être avoir aussi 3 générations d'ascendants qui sont enterrés au Québec pour être considérés comme québécois. Non, moi, je ne considère pas ça comme ça. C'est peut-être une façon stupide de voir les choses, simpliste. Moi, je considère que j'habite, c'est ma façon d'habiter le Québec. J'en accepte les institutions. Je participe à la vie politique de ce pays dans la mesure où on me permet d'exercer mes droits citoyens. Donc, je considère que je suis québécois. C'est dans ce sens que moi, je l'entends. Ensuite, que vous le vouliez ou non, ça fait plus de 30 ans que je suis au Québec. Donc, j'ai suivi la culture du Québec, l'évolution politique du Québec. Dans une certaine mesure, j'ai une façon de voir et de sentir qui fait de moi un Québécois. Donc, évidemment, il y a l'identité que j'assume et l'identité qu'on m'assigne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, je vois ça comme ça. J'additionne et ça ne me va pas si mal jusqu'ici. OK. Est-ce qu'il y avait une... non, ça va. Je pense que j'ai dit clairement ce que je pense de ça. Il y a une question à adresser à Nancy et on pourra bientôt conclure. Il est 8h41. Alors, pouvez-vous expliciter votre crainte d'intégrer l'élément identitaire dans le cours d'éthique? Alors, en quoi, si je peux me permettre de reformuler, le fait de réfléchir sur l'identité, qu'elle soit québécoise ou autre, peut être considéré comme une menace ou peut être dangereux? Question posée à Nancy, mais à d'autres aussi. Je ne pense pas que c'est une menace en tant que telle. Premièrement, le cours d'éthique ne sera plus le cours d'éthique. Hein, je le précise une autre fois, c'est transformé en cours de culture et citoyenneté québécoise qui va être implanté dans toutes les écoles en septembre prochain. Cette année, c'est en projet pilote dans 50 écoles.
Donc, ce n'est plus un cours d'éthique. On a évacué la question éthique pour parler de culture et citoyenneté. J'ai rien contre parler de culture et de citoyenneté. Là où j'ai des craintes, moi, c'est à la manière que les enseignants vont faire le cours et peut-être, bon, comme j'ai vu des gens faire du prosélytisme catholique dans le cours d'éthique et culture religieuse, est-ce que certaines personnes ne feront pas une forme de prosélytisme québécois identitaire et discriminatoire? Moi, c'est là où je me pose la question. Pourquoi mettre québécois alors qu'on aurait pu tout simplement dire un cours d'éthique ou un cours de culture et citoyenneté, point final? Merci. Je pense qu'on peut mentionner aussi ce qui est dommage, c'est que dans le cours éthique et culture religieuse, une des compétences, c'était le dialogue. Hein, comment créer le dialogue, les entraves au dialogue. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui rejoint tout à fait la mission d'Outils de paix, du Centre de ressources sur la non-violence, du Centre Marie-Gérard Lajoie, du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Alors, tous ces organismes-là, on va avoir encore plus de boulot si l'éducation au dialogue qui était dans les écoles n'y est plus, ben, ça va retomber encore plus sur nos épaules. Normand. Ma perception, c'est que dès qu'on développe un discours identitaire qui est très, très, très restrictif en termes de définition de la culture, là, on fait face à un problème majeur parce que on fait du renforcement des idées préconçues. On présume que le Québec, sa culture se limite à sa langue, à sa tradition religieuse, puis à certains éléments relatifs à son milieu artistique. On oublie d'énormes pans de la culture québécoise qui ont créé l'environnement politique dans lequel on est, qui ont créé l'environnement qui comprend une certaine ouverture qui a été créée. Il ne faut pas oublier, au Québec, on est dans les sociétés assez rares. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est unique, où la gratuité des services publics est établie comme une norme extrêmement importante. Ce n'est pas le cas partout, puis on pourrait même dire que c'est un trait culturel hérité du fait que ce sont les institutions religieuses qui ont pris charge dans le passé d'une grande partie des services publics et les gens ont pris l'habitude à ce que ce soit gratuit. Et quand le gouvernement a étatisé les choses, ben, il était bien malvenu de faire en sorte que ça devienne payant. Donc, il y a de profondes racines culturelles à cette perception du service public, du service social, comme une forme de gratuité offerte par l'État. Donc, quand on étale une culture très largement du Québec, ben pour moi, un travail d'éducation qui irait dans le sens d'ouvrir les horizons des Québécois sur l'étendue de la culture, moi, je serais totalement en faveur de ça, mais j'ai les mêmes préoccupations que Nancy, c'est-à-dire que quand je regarde, je pose la question aux gens, qu'est-ce que la culture québécoise, même à des gens très profondément militants et ancrés dans une vision de mise en valeur de la nationalité québécoise, ben, ils ont de la difficulté à réunir tous les éléments qui pourraient constituer qu'est-ce qu'est la culture québécoise. Donc, si ces gens-là ont de la difficulté, j'ai de la misère à imaginer comment un enseignant qui se fait domper un cours comme celui-là, en n'ayant pas réellement de balises pour définir l'étendue de la culture québécoise, ben, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine rencontre des saisons de la non-violence, on pourra peut-être se pencher justement sur le mot culture, parce que là, on a réfléchi autour de l'identité des discours polarisants, mais la culture, qu'est-ce qu'une culture? Quand on dit une culture de la paix, ça pourrait être culture au pluriel et culture de la paix, parce que ce soit la culture québécoise ou autre, il y a quand même des
des éléments constituants qu'il faut être capable de nommer. Alors, comment avoir une conception inclusive de la culture, mais qui n'est pas non plus tout est dans tout puis qui dit rien. Là, c'est toujours un peu le danger. Alors, effectivement, il y a Brian qui fait une remarque en lien avec le cours qui confirme un peu les inquiétudes qu'on peut avoir. Mais peut-être qu'on peut déjà penser à une prochaine rencontre sur le thème de la culture ou des cultures québécoises ou autres. Qu'est-ce qu'on met dans ce mot culture? Parce qu'on parle beaucoup de culture de la paix. Alors, en quoi la culture de la paix peut innerver les différentes cultures? Est-ce que Fabien, Nancy et Normand, un petit mot de la fin? 3 mots chacun pour conclure. Normand, tu veux commencer? Ben, écoute, pour moi, la question culturelle, puis la question de l'évolution d'une culture va rester un défi constant. Puis, si on ne perçoit pas la culture comme évolutive, ben, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Parce que le mixage des populations en cette ère de transformation climatique est tout à fait inévitable. Merci. Nancy? 3 mots? L'éducation, mais de manière large, à l'éthique, pour moi, serait une solution pour explorer les cultures de façon générale et approfondie, sans exclure personne. Merci. Dans le Fabien? dialogue. Moi, je dirais que il n'y a personne qui laisse son bagage culturel à Dorval quand il entre ici au Canada. Donc, forcément, on vient avec notre culture. Et forcément, notre culture, à nous, immigrants, va faire partie de la culture québécoise et va être digérée, intégrée à la culture québécoise. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est mouvant, ce n'est jamais figé. Et ça se féconde par des apports qui viennent des Premières Nations, qui viennent de l'extérieur. Et ça va être quelque chose de plus beau, de plus vivant, de plus vigoureux et qui va permettre de nous faire vivre dans notre temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous remercier tout le monde pour votre participation. On a été moins nombreux que lors des 2 premières soirées, mais comme on dit, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Alors, on espère vous revoir à l'occasion d'une prochaine rencontre du même genre. Si jamais vous avez des idées, des suggestions pour alimenter notre banque de sujets, parce que c'est vraiment une tradition, là, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, l'outil de paix, le Centre de ressources sur la non-violence, le Centre de formation sociale Marie-Gère Lajoie et éventuellement d'autres groupes qui travaillent ensemble, qui ont à cœur la question du dialogue, de la culture de la paix, de la non-violence. On veut faire régulièrement, l'idée c'était à peu près une fois par saison, des rencontres comme ce soir. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, de thèmes ou éventuellement de panélistes. Comme ça, on pourra déjà alimenter les prochaines rencontres. Alors, merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas que les journées pour la paix, édition 2022, ça continue jusqu'à dimanche. Et tantôt, Brian avait envoyé le lien. Alors, si vous cliquez sur le lien, il y aura encore plein de belles activités à faire jusqu'au 2 octobre. Alors, merci tout le monde et à une prochaine.